dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Notre invité du jour nous emmène dans l'univers du patrimoine. Ingénieur environnement de formation, chef d'entreprise, Manuel Roussel a acquis en 2016 le château du Rocher-Portail, un château qui a bercé votre enfance. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés ce matin, Véronique Martin, vous êtes élue à la Chambre régionale des métiers de Bretagne. Vous représentez les métiers d'art. Jonathan Sablé, administrateur bénévole de l'association Thiès-Braise. Bienvenue à tous les trois. On va évidemment parler tout au long de cette émission de ce château du Rocher-Portail. C'est presque une histoire charnelle qui vous lie à lui, puisque c'est devant ce château que vous avez fait vos premiers pas, Manuel Roussel. Oui, effectivement, je suis né sur la commune de Saint-Brice-en-Cogle, Ouais. où est situé le château. Et alors, tous les Bruissois, c'était un peu la balade du dimanche. Et effectivement, mon frère et ma sœur, on a fait nos premiers pas en fait, devant ce château. Et j'ai toujours, depuis tout petit, j'ai toujours été impressionné par la silhouette de ce château. Une petite balade que vous faisiez en veste à carreaux rouge à l'époque. Voilà, ouais, c'est tout à fait. C'est vraiment un château qui a toujours fait partie du paysage des habitants de Saint-Brice-en-Cogle. Oui, alors aujourd'hui on le découvre, on en parle parce qu'on l'a ouvert au public en 2017. Alors c'était un château très caché parce que la famille de la baronne contestait tout article de presse. Hein. Elle contestait même, elle a contesté l'arrêté de classement qui lui a été imposé. Et, mais sauf que voilà, localement on connaissait ce grand château. Et personne n'en parlait trop, donc c'était notre balade un peu secrète. Voilà. Oui, parce que ce que vous dites, c'est que ce château était une propriété privée, il appartenait à la baronne de Boutré, donc impossible d'y rentrer. Mais comment ce château a suscité votre curiosité, a déployé votre imaginaire? Alors justement, quand je me baladais, on a la petite route là, qui était l'ancienne route antique de Rennes-Avranches, d'ailleurs, eh bien... je voyais parfois des gens, surtout pendant les vacances, sortir de ce château et je m'imaginais toute cette vie. Et puis, vous savez, je suis quand même breton, l'autre partie de ma famille est à Rieux-sur-Belon, donc toujours baigné un peu dans ces légendes, un peu cette histoire bretonne. Et d'ailleurs, j'adore l'hiver. Hein, quand il y a un peu de brume, et je me suis vraiment baigné de cet imaginaire via ce château. Cette vie de château. Tout à Alors fait. cet attachement à la pierre et au patrimoine, vous l'avez développé assez vite. Qu'est-ce qui vous plaît en premier lieu? Est-ce que c'est l'esthétisme ou est-ce que finalement c'est l'histoire dont regorge un bâti ancien? Alors, c'est d'abord la silhouette, l'esthétisme, effectivement, ce vaisseau de pierre en granit, hein, quand même, on est très marqué granit, et souvent, je dis aux Parisiens, ouais, mais quand vous avez des châteaux Renaissance dans la Loire qui sont très sculptés, je dis, nous, nos tailleurs de pierre, pour faire des sculptures sur le granit, c'est autre chose, hein, c'est pas le petit ciseau. Et donc, c'est vraiment, voilà, ce vaisseau de pierre qui m'a toujours impressionné. Et en fait, je me suis intéressé à son histoire très tardivement, finalement. C'est quand est venue l'idée peut-être d'acquérir ce château. En tout cas, il a toujours eu une place particulière dans votre cœur, à tel point qu'un jour, vous vous mobilisez contre l'abattage de certains châtaigniers autour. Ah ouais. C'était bien avant le rachat. Oui, alors en plus, c'est ma sensibilité environnementale, mais alors quand quelqu'un m'a appelé... parce qu'il savait que j'étais déjà sensibilisé, parce que j'ai restauré d'autres monuments, des manoirs bretons et autres. Et pour moi, c'était vraiment, ça paraît un peu chauvin, mais c'était une des plus belles avenues de châtaigniers qui avait plus de 400 ans. Donc quand vous arriviez au Rocher-Portail, vous aviez 2 kilomètres d'avenue de ces châtaigniers tout tordus, tout... voilà. Centenaire? Et, oui, je vous dis, ils avaient presque l'âge du château Renaissance. Hein, et quelqu'un m'a appelé en disant j'ai vu des marques sur les châtaigniers, je pense qu'ils vont les abattre. Donc j'ai appelé tout de suite la mairie parce qu'il y avait à l'époque et en disant personne ne me répond et donc j'appelle les journalistes en disant est-ce que vous pouvez intervenir pour essayer de sensibiliser qu'il ne faut surtout pas abattre ces arbres.
Et malheureusement, donc, le lendemain matin, ils ont commencé à 7 h du matin, parce qu'ils ont su que la presse allait en parler. Et il y en avait déjà plus de la moitié qui était quand l'article de presse est sorti. C'était déjà terminé. C'était trop tard. Ça a été un crève-cœur pour vous. Ah oui, c'était un crève-cœur, ouais. Alors vous finirez par acheter ce château bien des années plus tard. D'ailleurs, à ce propos, on va aller retrouver Madly et Evan qui nous attendent. Et oui, Emmanuel, je suis avec Madly, qui est donc votre femme. Si vous nous regardez à la télévision, vous pouvez dire bonjour à votre mari. Voilà. Et donc, on va vous faire visiter ce château du Rocher-Portail qui a revêtu ses décorations de Noël, puisqu'on peut venir passer des soirées ici pour se plonger dans la magie de Noël. On va vous en parler tout au long de l'émission. Mais avant, Madly, je profite d'être avec vous. Vous êtes la copropriétaire pour faire, comme on dit, le tour du propriétaire. Oui. Où sommes-nous là? Donc là, nous sommes dans la cour des communs. De l'autre côté, donc, la cour d'honneur du château avec la galerie Renaissance. Donc c'est un château en U. Et derrière... Ce n'est donc pas un château en T. En T. Super blague. Ok. Et derrière, donc les jardins seigneuriaux. Et de l'autre côté, qu'on ne voit pas, le jardin potager, classé aussi monument historique. Oui, des beaux jardins que vous ouvrez en été et qui sont ravissants. Mais bon, là, on ne va pas aller les voir, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, justement, le sujet d'aujourd'hui, c'est que le château est prêt pour Noël. Oui. Et grâce à des bénévoles et à votre travail aussi, vous avez pu installer plein de guirlandes, et pas que des guirlandes d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut voir ici à Noël? Donc on vient visiter le château, intérieur, extérieur, les illuminations. Donc tout l'intérieur du château est décoré avec la magie de Noël. Donc des centaines de guirlandes, d'automates, voilà, et puis plein d'autres surprises. Alors il y a une salle qu'on vous montrera tout à l'heure, c'est la salle fétiche de Manuel, avec plein de jouets, de trains, on n'en dit pas plus. Voilà. Et alors on peut se lancer dans la quête d'un petit personnage. Oui. Une donc, petite mascotte officielle. La petite mascotte, donc le petit Neige. Donc on a un jeu de piste à l'intérieur du château pour occuper les petits et les grands. Oui. Voilà. Donc il s'est caché à l'intérieur du château, il faut s'amuser à le retrouver, à le compter. Puis on a une petite surprise à la fin. Ah, c'est quoi la surprise? Ça reste une surprise. Bon, on va essayer de retrouver Neige alors dans les pièces du château. Vous avez déjà ouvert, donc c'est vendredi, samedi, dimanche soir, le week-end dernier. Voilà. Ça a été un succès. Oui. Super, on est très très contents, les visiteurs aussi, donc ça fait vraiment plaisir, parce que l'année dernière on était quand même frustrés aussi de ne pas avoir à ouvrir au public. Et donc on a reçu 1000 visiteurs, voilà, donc c'était très joyeux. 1000 visiteurs, on peut se dire « Ah, il y a plein de monde », mais en fait pas du tout, parce que c'est hyper bien organisé. Voilà. Et la visite est hyper fluide. Oui, donc réservation en ligne obligatoire. Donc, et avec une jauge qui nous laisse le temps justement que les visiteurs arrivent tranquillement, donc 60 personnes par quart d'heure, voilà. Et puis le château est très grand, hein, c'est 3000 mètres carrés, oui. Donc on a vraiment de l'espace, plus les extérieurs. Et alors là, on voit cette charrette de Noël, je sais pas, c'est Comment ça? Qu'est-ce que c'est? C'est le traîneau du Père Noël, tiré par notre fabuleux cerf de lune qui nous emmène dans un voyage aux féeries de Noël du château Rocher-Portail. Il est beau, on voit tous les motifs. Comment vous trouvez toutes ces idées? Je sais pas, on est inspiré de toutes les visites que l'on fait, aussi bien artistiques, puisque là, le cerf de lune, c'était une exposition d'art de Charlotte Carcin et Philippe Sido qui ont exposé dans les jardins il y a 2 ans. Voilà, et puis c'est un mélange. C'est pas avec le vin chaud que vous servez les soirs d'ouverture? Non. Non, mais le vin chaud, effectivement, il est là avec les crêpes oui. et les galettes. C'est ça qui est convivial. Bon, en tout cas, on va continuer à vous faire découvrir ce château du Rocher-Portail à l'intérieur avec plein de belles pièces que vous nous avez allumées spécialement pour nous. Donc ne ratez pas cette visite, à tout à l'heure. Evan, merci beaucoup. On va revenir nous un petit peu en arrière. On a bien compris que vous étiez attaché à ce château. À quel moment on se dit, tiens, un jour peut-être, je vais le racheter? Alors, c'est assez bizarre quand je raconte ça, mais j'ai toujours eu le sentiment, depuis assez petit, que un jour j'allais, en tout cas, gérer ce château. Je ne sais pas. C'est vrai, c'est un appel et j'ai toujours senti ça. Et que j'aurais eu un moment donné dans ma vie un lien avec ce château. Ouais. Vous étiez toujours lié. Alors, ce château, vous en devenez propriétaire en janvier 2016. J'imagine que la première visite, elle doit être marquante, non, pour vous? Exactement. Alors, en fait, donc je le connaissais à l'extérieur. C'est quand j'ai passé le pas de porte, entre guillemets. Et là, ça a été vraiment, en fait, une très belle découverte
parce que souvent, parfois, dans certains monuments, on est assez déçu de l'intérieur et il manque plein de choses. Et là, c'est le château tel que je l'imaginais. Authentique. Vraiment. Voilà. Avec tout son mobilier d'origine et autres. Et c'est vraiment, en fait, je dis, ben oui, c'est bien tel que je l'imaginais. Ouais. Et quelle est la promesse que vous avez faite aux propriétaires qui étaient encore présents sur les lieux? Parce que j'imagine que pour eux, voilà, c'est pas évident de renoncer à ce bijou de famille. Oui, alors effectivement, moi, d'entrée de jeu, j'ai mis du temps aussi à réfléchir, parce que c'est une acquisition qui est quand même pas simple dans mon projet professionnel. Mais moi, je leur ai dit, si j'acquiers ce château, c'est déjà pour le partager avec le public, donc on laisse la maison, entre guillemets, en l'état, tel que vous me laissez tous les objets, tous les photos et autres, et je l'ouvre au public. Ça a été d'entrée de jeu... voilà. Donc, château qui est classé au monument historique, c'est aussi un monde que vous allez découvrir finalement. Ah oui. Parce que vous qui étiez chef d'entreprise dans l'environnement, rien à voir. Effectivement, moins industriel, où voilà, on m'appelle plutôt le bulldozer. Là, c'est le précautionneux. Là, effectivement, je rentre dans la grande maison monument historique, classée au niveau national. Alors... bon, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas en avoir peur. Faut connaître l'approche, la procédure. Hein, l'essentiel, eh bien, c'est de protéger et de le transmettre aux futures générations. Donc, ça a des contraintes, mais finalement, moi, je les vis pas comme des contraintes. C'est vraiment plutôt positif, c'est-à-dire que effectivement, toutes les restaurations sont faites avec donc, des artisans d'art, des vrais professionnels, et c'est bien fait. C'est fait pour plusieurs décennies, voire durer. Et finalement, c'est plutôt bien. Justement, on va parler des travaux. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais ce sont un peu des grands travaux. Qu'est-ce qu'on se dit au départ? Bon, on a les clés du château, on est propriétaire, on est devenu châtelain. Par où on commence, quoi? Enfin, c'est énorme. Alors là, c'est peut-être effectivement mon parcours d'industriel, où je suis parti de rien et voilà, je suis devenu un des leaders en recyclage avec 2 associés. Et j'ai l'habitude de grands travaux. C'est vrai, je suis intervenu sur la dépollution d'Erika ou des choses comme ça. Donc, finalement, dès mon début de carrière, ça ne vous fait pas peur, en tout cas. Les pelleteuses, les engins, de voir une centaine de personnes sur un chantier. Et du coup, pour moi, finalement, alors ça paraît un peu bizarre, mais c'était un petit chantier pour moi, finalement. Petit chantier. Moi, je vais poser la question à Jonathan Sablé. Donc, vous faites partie de l'association Thiès-Brest qui fait de la rénovation aussi sur des anciens bâtis. Des chantiers de cette taille-là, vous en avez ou pas, vous? On en a peu des chantiers de cette taille-là. Ouais. Thiès-Brest, elle accompagne plutôt les particuliers sur leur projet de réhabilitation de leur bâti, quoi. Et du bâti patrimonial et vernaculaire. Donc, c'est plutôt rare. Il y a d'autres moyens à disposition de ce genre d'édifice classé au patrimoine. Alors vous, pas d'accompagnement, vous décidez de mener ça tout seul. Où est-ce que vous avez appris en fait les rudiments de la rénovation? Alors j'ai commencé, effectivement, mon épouse pourrait témoigner, avant qu'on se marie, j'avais déjà l'idée, avec pourtant peu de moyens, de dire voilà, je lui présentais un manoir du XIVe siècle à côté de Saint-Brice en disant voilà, ça sera notre maison d'habitation. Alors il y avait des trous dans le toit et autres, et c'est vrai, j'ai appris à faire des enduits à la terre. Mon père m'a beaucoup aidé, et je voulais aussi une maison saine, parce que une maison en granit et autres, très marquée, je suis toujours marqué, mais, donc avec une histoire, mais surtout déjà à cette sensibilité, une maison saine, donc avec des enduits de terre, des badigeons à la chaux, des parquets, enfin voilà, tout quelque chose de... On dit une maison aujourd'hui bio, un peu écologique, mais en fait, les maisons telles que les anciens faisaient. Et du coup, j'ai été baigné dedans, et j'apprends beaucoup, grâce aux artisans aussi. Ouais. Et les particuliers qui font appel à vous, c'est aussi sur des maisons dans lesquelles ils vont vivre? C'est souvent des maisons dans lesquelles ils vont vivre. C'est réhabiliter en fait le patrimoine ancien qui a été dégradé ou abîmé. Et c'est des maisons, c'est des projets personnels souvent. Et quels sont les types de travaux récurrents sur lesquels vous les accompagnez? Donc Thiès-Brest, nous on accompagne de 2 manières. Par des visites conseils avec un référent, un expert technique qui va lui faire l'analyse du bâti.
expliquer ou raconter l'histoire du bâti par son expérience. Et on accompagne d'une autre manière les adhérents de l'association par des formations. Et là, on sollicite des experts, des artisans, souvent, bien souvent. Et là, en situation réelle, chez d'autres adhérents, on va faire les enduits à la terre, les poses de tomates, les badigeons à la chaux. Et donc, c'est comme ça qu'on essaye d'accompagner au mieux. Et après, les gens, ils font les travaux chez eux. Alors, vous avez quand même fait appel à des artisans d'art parce que vous n'êtes pas compétent sur tous les domaines. Pour les vitraux, par exemple, on va voir quelques images. C'était quoi l'impératif ? Alors, vu que c'est classé monument historique, il faut effectivement faire appel à des artisans qui ont une expérience, qui ont un savoir. Il n'est pas question, vous voyez là, donc on voit le verrier, on voyait Marie-Astrid, la restauratrice. Alors, en plus, donc, on est très conseillé. J'ai fait venir Madame Delangue, qui était une conservatrice du Louvre. On ne parle pas de repeint, on fait juste, donc on réactive les pigments, on restaure, voilà, on ne dénature pas. Et tous ces artisans qui sont intervenus, eh bien, ce sont effectivement des artistes, parce que parfois discrets, mais ils ont un savoir-faire depuis, et c'est pour ça qu'on choisit ces sociétés, pour vraiment, voilà, surtout remettre tous ces arts qui étaient du XVIe siècle au jour, mais sans rien modifier. Véronique Martin, sur un château, quels sont les types de métiers d'art qui peuvent être sollicités? Vous avez parlé de verrier. Il y a les serruriers, vous avez les ébénistes, vous avez les maçons spécialisés justement dans la rénovation. Vous avez les couvreurs, les charpentiers, les tapissiers, les restaurateurs de tableaux, il y a des tableaux, les restaurateurs de faïence, les horlogers, Et finalement, aujourd'hui, combien de corps de métiers composent les métiers d'art? Alors, on a 183 métiers à peu près. D'accord. Et dans des branches complètement différentes, avec des filières bois, filières métal, filières textiles aussi, toutes les tapisseries. Oui. Donc voilà, et à peu près en Bretagne, on a à peu près 4000 artisans. Un secteur où les hommes sont toujours plus nombreux, où ça commence à être un peu plus ça se féminise de équilibré. plus en plus. Dans les métiers d'art, il y a à peu près 60% de femmes aujourd'hui. Oui, moi j'ai eu beaucoup de femmes qui sont intervenues sur la restauration. Dans les vitraux, par exemple, on ne voyait pas d'hommes. Tout à fait. Et alors, ce sont souvent des femmes, des filles de verriers qui reprennent les entreprises. Oui, c'est vrai. On en a plusieurs en Bretagne. C'est le cas pour le Rocher-Portail. Alors, on va poursuivre notre discussion. On va repartir découvrir grandeur nature, le château du Rocher-Portail. Et nous retrouvons Madly et Evan dans une ambiance très tamisée. Bah oui, c'est Noël. Alors on en profite. Là, on est dans l'une des pièces du château. Le grand salon. Le grand salon, qu'est-ce qu'on y faisait ici? Alors, le grand salon, c'est plus un endroit pour les femmes. On recevait des écrivains, des artistes, on s'asseyait, on bavardait au coin de la cheminée. Voilà, vraiment un endroit réservé aux femmes et aux enfants, on peut le voir. Bon, Manuel, j'espère que Madeleine n'a pas dit de bêtises parce qu'elle a la pression. Apparemment, c'est vous l'historien des deux. Donc, on espère que vous validez. Alors, en tout cas, vous avez aussi installé plein de petits objets pour Noël. Oui. Toujours avec cette petite mise en scène liée aussi aux enfants. Ah bah oui. Donc on retrouve notre petit Neige qui est conduit dans son carrosse, et puis beaucoup d'objets, aussi bien des objets historiques, des jeux anciens, mais également de la décoration pour amuser les enfants. Où est-ce que vous trouvez tout ça? Vous chinez dans les brocantes Oui, un peu de tout, brocantes, et puis quelques magasins aussi spécialisés dans les jouets. Et alors, toutes ces décorations de Noël, on va continuer à vous en faire découvrir. Vous avez mis un mois à les installer, mais vous n'étiez pas tout seul. Vous avez des bénévoles qui sont souvent avec vous tout au long de l'année. Oui, les amis du Rocher-Portail, donc une dizaine de bénévoles qui nous aident aussi bien dans les jardins, dans les grands événements, pendant les nocturnes l'été, et puis aussi des bénévoles qui travaillent sur la recherche des archives, la partie vraiment historique du château. Et certains bénévoles accueillent même les visiteurs à Noël, là, en costume. Voilà, oui, Charlotte et Justine qui sont costumées, et elles discutent avec les visiteurs, leur parlent de Noël, comment on fêtait Noël à la période du château. Eh oui, c'est vrai, il faudra venir pour le savoir. Alors maintenant, on rentre dans l'une des nombreuses pièces du château.
Et c'est peut-être la pièce fétiche de votre C'est la mari. pièce fétiche de Manuel, voilà. Donc Alors, là, Manuel a gardé expliquez-nous. son âme d'enfant, comme nous tous d'ailleurs, à cette période de l'année. Et voilà, les maquettes, le train. Il est fan de train, c'est ça? Bah, Ah bah il est tout, éteint c'est le vrai train. Ah bah le train s'est éteint. Ah bah eh oui. mince, Bah, voilà, mince. évidemment. Ah, voilà. Il n'est pas là. Il n'est pas là, le train ne fonctionne pas. C'est comme ça chez vous aussi à la maison? Non, c'est quand même pas autant, mais le train est toujours au pied du sapin, effectivement, il fait partie des choses que Manuel adore. Alors vous n'étiez pas dans le milieu de l'histoire au tout départ. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé finalement à vivre avec ce château, dans ce château, enfin pas dans ce château, mais pour Manuel, ce château? lui, vraiment, est le passionné de la famille, d'histoire, de patrimoine. On le suit dans cette aventure, mais c'est une aventure familiale. Donc voilà, mais effectivement, je ne suis pas du tout Vous étiez dans quel domaine avant? dans la biologie. Ah oui, rien à voir. Non, rien à voir. Et maintenant, quand vous ouvrez le château, Manuel est à l'entrée et vous êtes à la boutique. Oui, Et qu'est-ce qui vous passionne le plus? nous, c'est vraiment partager avec les visiteurs, discuter avec eux, voilà, leur ouvrir ce monument historique, ça fait partie de leur patrimoine. Et puis le partage, discuter avec eux, voir leur grand sourire quand ils repartent, c'est juste magnifique. Il y a des visiteurs qui ont connu le château étant enfants, fermé, et Oui. qui maintenant viennent le voir peut-être avec leurs petits-enfants. Oui, oui, alors il y a beaucoup de personnes qui sont venues se marier et prendre la photo de mariage face au château, et puis maintenant ils découvrent l'intérieur. Et oui, parce qu'on peut venir se marier maintenant au château, on en reparlera tout à l'heure. Et puis surtout, on va vous montrer le cabinet de curiosité avec un crocodile grandeur nature. Bon, je vous rassure, il est plus en très très bonne forme. On risque pas grand-chose. On va vous montrer ça tout à l'heure. Merci beaucoup Evan. À tout à l'heure. Nous, on va continuer à parler un peu travaux, puisque c'est ce qui vous lie ici. On va parler aussi savoir-faire. On voit cette version très aboutie du château, mais les travaux, vous avez mis 1 an à les faire. C'est un sacré défi. Oui, c'est un défi. Alors, effectivement, quand j'ai rencontré le conservateur régional des monuments historiques pour présenter mon projet d'ouverture au public, je dis, monsieur le conservateur, j'ai des travaux quand même d'urgence à faire pour recevoir le public. Donc j'avais quand même une pression. Alors j'ai un business plan. Alors il me dit, moi, monsieur Rossel, le business plan, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Ben, j'ai dit, oui, mais il faut absolument que je fasse rentrer de l'argent pour aller à l'autofinancement. Donc ils ont joué le jeu. Ils ont vraiment, là, oui, je peux leur dire un grand merci parce que je les ai un peu bousculés, mais ils ont compris ma démarche et c'était pour finalement l'ouvrir au public. Et c'est quand même plutôt une bonne chose. Maintenant, on est dans un groupe au niveau national, les Audacieux du patrimoine. Justement, on milite pour surtout nous soutenir, pour maintenir ces grands châteaux ouverts au public. C'est quand même notre richesse pour la France. Et finalement, oui, ils ont joué le jeu parce que c'était crucial d'ouvrir ce monument au public. Ouais. Justement, la conservatrice régionale qui devait être là ce matin a souhaité vous adresser un message. Je crois qu'elle aussi, elle est plutôt ravie d'avoir travaillé avec vous. On va écouter Catherine Jablonski. Bonjour, voilà, je voulais témoigner au nom du service de la conservation des monuments historiques de notre attachement au Rocher-Portail et au projet de M. Roussel. Moi, j'ai rencontré M. Roussel lorsqu'il a demandé le classement parmi les monuments historiques des objets qui sont conservés dans le Rocher-Portail, ce qui est une démarche très rare, parce que le classement des monuments historiques est une contrainte pour un certain nombre de propriétaires privés. Et ce qu'il avait l'intention de faire, en fait, et ce qu'il a toujours l'intention de faire, c'est de garder les objets dans le château, qui les a vus naître, qui les a vus vivre, et en cela, il poursuit en fait l'œuvre de ses prédécesseurs, des propriétaires précédents, qui ont toujours en fait conservé les objets qui ont été créés. L'exemple le plus flagrant, c'est l'exemple des tapisseries, des très belles tapisseries flamandes qui sont au rez-de-chaussée à l'étage du Rocher-Portail, qui font partie en fait, c'est la deuxième série encore conservée dans le monde, qui soit encore dans le château qui les a vus naître. Et ça, c'est quand même tout à fait remarquable. Voilà, je voulais souligner cette énergie et puis cette volonté de vraiment très bien faire qui est la caractéristique de Monsieur Roussel. Merci à vous. Voilà pour ce C'est message. gentil, ouais, merci, c'est gentil. Vous êtes fier de ce que vous avez accompli aujourd'hui avec ce château? Oui, effectivement, fier, mais c'est surtout, je suis un passionné, d'accord. Donc, et ce que disait Madame Jablonski, effectivement, lorsqu'ils m'ont posé la question de dire le classement des objets, c'est une contrainte. Effectivement, ça peut
vous voyez, pour les futures générations, dans le cas d'une vente, ça peut réduire la valeur du château. Mais c'est ce que je dis, je m'en fiche complètement. Et là, ils ont même, j'ai demandé une servitude nationale, c'est-à-dire qu'après moi, les futurs propriétaires auront l'obligation de laisser tous les objets. Voilà. Et ça, c'est vraiment parce qu'encore une fois, je ne me sens pas du tout propriétaire. Ce patrimoine appartient à tous. Et on est content avec mon épouse quand, par exemple, à Noël, on ouvre et on a des visiteurs qui ne seraient peut-être pas venus visiter un château classique, des jardins. Les petits-enfants et autres, quand ils voient, on les voit avec les yeux illuminés, grands. Nous, voilà, on est super contents et on dit, bon, Paris gagné. Ouais. Et puis, vous voulez ajouter quelque chose ? Je voulais ajouter quelque chose, c'est que ces grands châteaux, pour nous, ce sont des lieux de travail. J'allais y venir, donc voilà, vous avez fait toute la transition, c'est parfait. Pour les métiers d'art, ce sont des lieux de travail pour la restauration, la rénovation, mais aussi pour la création. Parce qu'il y a aussi, on oublie la création, mais il y a énormément de création on va remplacer un objet qui n'existe plus, mais on va créer quelque chose qui va correspondre à l'âme du château. Et là, en création, on parle vraiment de l'âme et on y met une nouvelle pièce, une nouvelle œuvre qui, au fil du temps, fera partie intégrante du château. Et ça, je crois que c'est très important, parce que conserver, c'est parfait, et ajouter les œuvres de l'époque pour que les générations futures puissent voir ce qui s'est fait. Et je trouve que ce sont vraiment des lieux d'exception. Et alors à ce niveau-là, au niveau de la chambre de métier, eh bien, on a une possibilité de former. Et c'est vrai qu'on attend des jeunes passionnés comme vous pouvez l'être, et qui vont s'investir dans un métier qui va être toute leur vie passion. J'aimerais bien faire une formation d'ébéniste, parce que j'adore aussi le bois et autres. Et effectivement, juste une petite aparté, ces monuments historiques, on n'est pas que dans la conservation. À cette époque-là, donc, il a été construit par le plus grand financier, un des grands financiers de France, un des plus grands hommes d'affaires de France. Ils ont toujours eu un rôle de mécène. C'est-à-dire, ce sont des lieux vivants, avec beaucoup de public. Et nous, notre volonté avec mon épouse, c'est vraiment que ce Rocher-Portail soit un beau lieu historique, mais vivant, avec aussi des créations artistiques contemporaines. Peut-être des expositions. C'est ce qu'on fait. Et on veut développer ce point-là. Et à Thiès-Braise aussi, vous avez cette volonté d'être à la fois dans la rénovation, mais la sauvegarde de monuments historiques en Bretagne. Ouais, c'est vraiment la mission de conserver, de sauvegarder et de valoriser. C'est les trois valeurs que Thiès-Braise porte, et je pense qu'on partage tous ici. Et on n'utilise même plus le terme rénovation. C'est vrai ? On utilise réhabilitation ou restauration pour vraiment expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément les différences. On explique que rénover, c'est tu fais du neuf avec de l'ancien, tu abîmes. Là, restaurer, comme le projet de Rocher-Portail, c'est vraiment une restauration. On remet dans son état comme avant. La réhabilitation, c'est ajouter un peu de confort, mais vraiment, on essaye de faire attention aux matériaux qu'on choisit et qu'on explique pour vraiment expliquer aux gens, vulgariser un petit peu ce travail-là que M. Roussel fait. Je tiens à témoigner juste, en fait, quand j'ai acquis mon premier manoir, Thiès-Braise venait juste de se créer. D'accord. Et j'étais bien content de les trouver parce que moi qui n'y connaissais rien dans les enduits terre et autres, effectivement, ils sont venus faire un diagnostic et j'achetais donc tous leurs bouquins sur comment faire un... Vous avez fait appel à Thiès-Braise. Mais oui, c'est maintenant que vous le dites. Mais non, mais je connais Thiès-Braise dès son origine, effectivement. Okay. Et c'était super bien pour moi parce que, effectivement, ils m'ont rassuré en disant, parce que beaucoup de gens qui ne connaissaient pas, là, en disant, oh là, il y a une fissure là, oh là là, les poutres, tout va tomber, Manuel. Ma lucarne était penchée. Et le spécialiste de Thiès me dit, mais non, on créait les lucarnes toujours avec un petit... c'était fait comme ça et autres. Et donc ça a été très... Et c'est vrai, je tiens vraiment à témoigner parce que c'est pas... Je les ai vraiment appelés pour m'aider dans la restauration.
Et je crois que Thiès-Brez a des liens privilégiés aussi avec tous les professionnels de la Chambre. Ils connaissent bien les artisans, voilà, en c'est fait, ça. ils connaissent les artisans qui savent travailler avec sont les anciens spécialisés. savoir-faire, Voilà, ou c'est qui ont ça. remis en place des savoir-faire anciens, quoi. Vous avez Donc, ils se quelques connaissent. références. Moi, je ne suis pas artisan, je ne suis pas dans ces métiers-là, mais beaucoup de bénévoles et beaucoup d'administrateurs Ah, sont de des Thiès-Brez anciens. sont des anciens ou encore en Exactement. activité, Ils ont un savoir. des artisans. Il y a un vrai savoir-faire. Et une C'est ce transmission. savoir-faire-là qu'on sauvegarde, en fait. Et Vous vous, transmettez. comment vous êtes arrivé à Thiès-Brez personnellement, Jonathan? Par hasard, par Ouais. projet, par projet d'avoir une maison à soi et puis de la restaurer, de ne pas l'abîmer, de garder ce que les anciens faisaient, d'avoir une maison économique et écologique aussi. Donc pas mal de choses qui m'ont fait arriver à cette association-là. Alors, on a parlé du bâti, de la pierre, mais vous êtes aussi attaqué au jardin, Ah oui. Manuel Roussel. Oui. Alors, Et c'est le passé qui va vous rattraper assez vite aussi, finalement, oui. avec des fouilles archéologiques. Oui, effectivement. Alors, moi je suis un passionné, donc effectivement, je m'intéresse à tout. Je me suis intéressé à l'histoire, j'ai appris grâce à des bénévoles archivistes et autres, et sur la restauration surtout, et puis les jardins. Alors les jardins, effectivement, on avait... Juste quand j'ai acquis le château, il y avait la structure globale, donc le parterre, donc c'est avec un pavillon du jardinier, avec une toiture à l'impériale, magnifique, et un potager clos de murs. Mais voilà, les agriculteurs avaient mis des vaches et autres. Alors la chance, c'est que ça n'avait pas été vraiment labouré, donc modifié. Et donc, j'ai acheté tous les bouquins sur les jardins Renaissance et autres. J'ai fait mes dessins. Je maîtrisais déjà un peu l'art paupière. C'est l'art de tailler parce que justement, à mes manoirs, je taillais déjà depuis très, très jeune. Et puis, j'ai présenté mon projet à la Fondation des Monuments Historiques et on a été lauréat national du prix Villandry pour le projet de reconstitution des jardins historiques. Et là, vous avez découvert rapidement, parce qu'il nous reste quelques secondes, Oui. on vous a dit, là, il va falloir faire quelques recherches parce Les qu'on fouilles pense, archéologiques, voilà. effectivement. Donc, on a mis en stand-by et on s'est lancé, c'est la conservation des monuments historiques, on a lancé des recherches et des sondages archéologiques. Pour retrouver les arbres d'il y Voilà. a 400 ans. Allez, à fait. on part justement baigner une dernière fois dans l'esprit de fête, direction le château du Rocher-Portail, où nous attendent Madly et Evan. Et oui, parce que si vous venez depuis Rennes, Fougères, Saint-Malo, Dinard, au château du Rocher-Portail, vous allez pouvoir aussi visiter ce cabinet de curiosité dans lequel nous nous trouvons. Mais Manuel, vous parliez justement des jardins. On a une très belle vue des jardins par la fenêtre. Bon, il y a un petit peu de buée, mais c'est normal, c'est le matin et on est en hiver. Madly, qu'est-ce Donc que... là, vue sur les jardins Oui. seigneuriaux, puisque donc ils se divisent en deux parties. Le jardin seigneurial que vous voyez, voilà, Juste ici, voilà. et de l'autre côté, clos de mur, mais là on ne le voit pas, le jardin potager. Bon, et vous avez aussi fait construire une fontaine. Fontaine, on a reçu des arbres, des ifs et taillés en taupière, donc qui faisaient super. partie vraiment de ce qui se faisait à la Renaissance. Bon, je m'éloigne parce que là, il y a une grosse araignée et qu'elle me stresse. Alors, on va aussi parler de ce cabinet de curiosité parce qu'il y a tout un grenier ici dans lequel vous avez retrouvé plein de choses, Oui, notamment le fameux crocodile qui Le est au-dessus de nos crocodile, têtes. oui. Quelle est son histoire? eh ben, il a été vraiment ramené par le baron et la baronne de Boutray depuis l'Égypte en 1880. Voilà, donc il fait vraiment partie du cabinet des curiosités, plus tous les autres objets et d'autres que nous on change régulièrement dans les vitrines. On a également des objets vraiment fétiches du Rocher-Portail, puisque le Rocher-Portail avait sa laiterie. Ah, super! Voilà, et on retrouve quelques documents. Alors, le baron et la baronne aussi, il faut dire d'Égypte, ils ont ramené ce crocodile naturalisé. Ils ont ramené aussi une momie, Oui, mais qui n'est pas dans le château. non. Elle est où? Elle est dans le tombeau familial. Ils se sont fait enterrer avec une momie. Bah oui. C'est bizarre. Vous ne ferez pas ça, hein? Non. Bon, on va passer dans la dernière pièce de la visite, mais il y a combien de pièces dans le château au total? En tout cas, accessible au public, parce qu'il y a 3 niveaux. Ouais, il y a plus d'une quinzaine de pièces, donc accessibles au public, toutes décorées pour les féeries de Noël. Voilà, dont celle-ci. Donc là, c'est la chambre d'apparat. Donc D'accord. c'était la chambre où on recevait les amis, les grands de ce monde, et au-dessus, la chambre de Gilles Ruellan. Comment vous faites pour faire connaître le château? Parce qu'on est quand même pas très loin de grandes destinations touristiques. Il y a le Mont-Saint-Michel, il y a Saint-Malo.
il y a Rennes. Comment vous arrivez à faire venir les gens ici ? Alors, c'est notre grand dilemme, mais bon, le bouche à oreille fonctionne très bien. On fonctionne aussi avec les offices de tourisme, on fait de la distribution de flyers, la presse, on fait des communiqués de presse régulièrement. Voilà, et puis les réseaux sociaux aussi. C'est un travail quasiment toute l'année, quoi. Oui. Et alors, vous avez plein de projets. On parlait tout à l'heure du fait qu'on pouvait se marier au château du Rocher-Portail. Ça, c'est l'une de vos nouveautés, d'avoir ouvert un... donc on a restauré une nouvelle salle qui fait 350 mètres carrés. Manuel l'appelle sa salle Harry Potter, parce qu'effectivement, c'est vraiment une salle historique. Si vous regardez sur les réseaux, vous verrez quelques photos. Et un grand projet qui se projette pour l'année prochaine sur ce thème. Sur le thème de Harry Potter ? Oui. Oh, trop bien. Pour l'année prochaine. Voilà, on croise les doigts. On prend rendez-vous. Si les gens qui nous regardent veulent venir, on rappelle brièvement les horaires d'ouverture pour les féeries de Noël. Pour les féeries de Noël. Donc là, le week-end, vendredi, samedi, dimanche, de 16h30 à 20h30, sur réservation en ligne, billetterie en ligne. Et puis tous les jours pendant les vacances scolaires jusqu'au 30 décembre. Et puis après, toute l'année, évidemment, vous pouvez en profiter pendant les vacances scolaires. Réouverture le 1er mai 2022. Voilà, pour voir les jardins cette fois-ci. Et merci beaucoup pour la visite. Bravo pour ce que vous faites, vous, Madly, et vous, Manuel. C'est trop bien. Vive le Rocher-Portail. Ce sera le mot de la fin. Merci, Evan. Merci beaucoup, Evan. À demain. Vous posiez la question pendant qu'on regardait Madly et Evan, justement, mais pourquoi ça s'appelle le Rocher-Portail ? Alors, rocher, parce qu'il comme beaucoup de grands châteaux bretons, il est construit sur un rocher en fond de vallée entouré d'eau. On utilisait l'eau en défense. Et portail, parce que donc, la rivière qui alimente les douves et les étangs fait partie du bassin versant du Couesnon. Et la petite route était l'ancienne route antique de Rennes-Avranches. Donc symboliquement, on passait en Normandie. C'est un château aux portes de Bretagne, aux portes de Normandie. Alors, pour le chef d'entreprise que vous êtes, cette casquette de châtelain, comment vous la vivez personnellement ? Alors châtelain, au départ, c'est vrai, ça m'agaçait un peu quand on m'appelait châtelain. C'est vrai, quand on oui, un château, mais finalement, oui, en fait, j'assume totalement maintenant, et j'en suis assez heureux. Bien, en fait, ce château fait partie vraiment de notre patrimoine, notre histoire, nos légendes bretonnes, et surtout, moi, c'est quand il est fermé pendant les mois d'hiver que je suis assez triste. Et dès qu'on prépare l'ouverture et autres, je suis tout excité de pouvoir voir plein de gens, plein de monde, des artisans, des autres, tout dans ce château. Ouais. Ce château occupe tout votre temps ? Vous n'avez pas d'autres passions Alors, j'ai dû réduire un peu. Aujourd'hui, oui, on va dire que j'ai plein de projets parce que voilà, je suis un hyperactif aussi. Donc, j'ai plein de projets de développement, mais maintenant, aujourd'hui, autour de ce château. Ouais. Est-ce que vous avez envie, plus tard, de vous investir dans le patrimoine général breton peut-être oui, parce qu'on sent une fibre vraiment historique en vous. Ah oui, mais moi, effectivement, dès que, quand je me balade un peu en Bretagne, dès que je vois une bâtisse un peu avec un caractère historique et qui semble à rénover, alors il y en a de moins en moins. Alors parfois, j'ai vu des horreurs, j'ai envie de m'arrêter en disant « surtout ne faites pas ça ». Ou alors, et même localement, certaines personnes qui ont acheté des manoirs ou des châteaux me contactent et là, je les conseille, mais vraiment avec plaisir. C'est parce que finalement, dans ces restaurations, ces réhabilitations, en utilisant les produits anciens, eh bien, en fait, il y a une certaine énergie positive, une harmonie. Et encore une fois, c'est tellement beau, un bâtiment ancien, mais ça peut être même un tout petit puits, une fontaine. Moi, je suis très sensible. Un four à pain, par exemple. Voilà. Moi, j'en ai deux où je voudrais les sauver. Vous voyez, et bien justement, vous avez rénové un four à pain. À l'association, on a fait un projet de rénovation de four à pain. On accompagne aussi les particuliers qui ont des fours à pain dans le fond du jardin pour les valoriser et puis les sauvegarder. Un four à pain qui prend l'eau, et ça dure plus longtemps. Et donc, on a un gros projet. Je pense qu'il va falloir que vous discutiez tous les deux à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Il nous reste 40 secondes, Manuel Roussel. Plein de visiteurs.
plein de visiteurs, parce qu'encore une fois, vraiment, notre plaisir autour de ce monument, c'est de le partager. Et jusqu'à présent, c'est vrai, c'est un peu difficile le démarrage parce que il y a le Covid, voilà, il y a eu le Covid et autres, et c'est quand même, en tout cas dans l'Ouest, c'est un des grands châteaux français. On n'a pas à rougir des châteaux de la Loire, et justement, on fait avec les bénévoles plein d'animations tout au long de l'année. Donc c'est plein de visiteurs pour voilà vraiment passer un bon moment, et c'est quelqu'un parce que vous regardez sur nos avis sur Google ou tous les réseaux sociaux, ils sont ultra positifs. Ouais. Et voilà, c'est ce que je souhaite pour en tout cas ce domaine. Ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous irez le visiter. Oui. C'est la prochaine mission pendant ces vacances de Noël qui annonce. Merci beaucoup Manuel Roussel d'avoir été avec nous. Merci Véronique Martin et Jonathan Sablé pour votre participation. C'est l'heure de la petite photo de fin d'émission, la petite photo souvenir, parce que vous intégrez désormais notre famille formidable de France 3. Merci à vous qui nous suivez chaque matin. On se retrouve dès demain pour une nouvelle rencontre. Bonne journée. Merci. Merci. Alors, la petite photo. Anybody do that thing you do before. L'appareil est là, il est figé. Dance for me, dance for me, dance for me, oh. Vous êtes à votre aise? I never seen